This isn't about noble houses. This is about the living and the dead. This isn't a war we can win. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et là alors pas question de vous faire durer plus longtemps, oui la saison 8 de Game of Thrones est là. Et je suis très content de pouvoir vous proposer cette reaction live et cette review. C'est la première et donc ce sera l'unique saison de Game of Thrones que je vais vivre en live chaque semaine. Et je suis très content et très fier de pouvoir vous proposer toutes ces vidéos qui vont arriver en termes de review sur Game of Thrones. Forcément ça donne un petit peu de bon stress aussi parce que c'est la première fois que je vais m'atteler à cette série. Reaction live pour cet épisode, le premier ça me semblait normal. Et alors là attention, pas question de vous faire languir plus longtemps, on va y aller tout de suite, ça y est c'est parti. Générique direct. Attendez, attention. Putain, ok. Yes, Nicolas Coster-Waldau. C'est bon, l'épisode est déjà réussi. Le gars voulait juste voir. Allez, skip le générique, c'est bon, nickel. J'aime bien la personnification de l'arrivée d'Emilia Clarke, Daenerys, etc., de toute l'armée par un enfant. Ça concorde bien avec le fait qu'on est au début de la saison et que c'est un petit peu un regard de gosse de retrouver Game of Thrones une nouvelle fois, la saison 8, ça fait longtemps qu'on attend. Là, il nous passe ça presque en silence finalement. la gueule n'est pas du tout la même pour le limier. Putain, il a la classe ce gars en vrai. Gendry. Le duel de mono-expression. Je n'ai qu'une expression faciale. Moi aussi. Non, là, ça va. Attends, Kit Harington, on sent qu'il a fait un effort. Ouh, Jorah Mormont. Oh, ça, c'est des images qui me font plaisir. Oh, la classe du bonhomme, quoi. Ah, et Sœur Davos derrière. Merde, putain, faut le dire ou pas? Elle est pas dupe, lui non plus, d'un autre côté. Oh, le stalker. Michael Myers. Lui, oh putain, en soirée, ça doit être ouf. Pour l'instant, ça se retient. Voilà, c'est bien. Kit Harington, il a 2 scènes avec une palette de charisme et d'expression. Je suis étonné, enfin, c'est plus qu'en 7 saisons. Bon, il y a la montagne hein, pour niquer un petit peu le premier rendez-vous, mais... Là, elle va se retourner, elle va dire ma chambre, 20 minutes. Oh putain, si elle dit ça, c'est des barres. Elle t'attend. Oh mais c'est... Hey. Oh, il est facile. Il est facile. Oh lui, je l'ai déjà adopté. Ne parle pas. Parle pas bête sur Jaime Lannister. Je t'aime bien jusque maintenant. Bah, il a l'air d'avoir pris en assurance, lui, depuis la fin de la saison 7. Bon, normal en même temps, mais... Voilà, beau remerciement. Ce serait beau, ce serait noble. Ah là, encore un personnage plein de rédemption, Théon, mais à chaque fois qu'on lui donne l'opportunité, il fait rien. Là, ce serait beau. Jon, il est dans la merde parce que maintenant qu'il est avec, en plus, il a une double responsabilité en tant que cum et en tant que Jon Snow. Il peut doublement pas lui dire non. Allez, t'es parti. Je l'avais dit dans mon live d'hier, hein, que pour moi, ça pourrait être dans le premier épisode. C'était bien dans le premier épisode. J'ai l'impression de voir Harry Potter sur son hippogriffe. Il y a à peu près la même sérénité dans les deux. Ah là ouais, en plus il passe devant tout le monde. C'est un acquis de confiance, forcément. Après, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'étant donné que les dragons ne réagissent qu'aux Targaryens, que Daenerys se pose pas de questions sur les origines de Jon. Je ne cache pas une certaine jalousie. Oh là, il y a un truc. Elle, dans l'arrogance, elle est bien aussi. Elle est cool, Arya. Ça va se taper un check. C'est que des compliments hein, dans leur bouche à eux. C'est ça qui est fort. Elle le sait, elle le sait. Elle l'aime peut-être un petit peu moins que lui, mais...
Même Jorah, il sait, Sam, t'es beaucoup trop sympa. T'es gentil. Oh ouais! Eh ben oui! J'ai juste cramé ton père. Hein. Alors, c'est un point de détail. Ah, je me rappelais plus. Je l'ai su par Daenerys. Comment te dire? Alors, je l'ai cramé aussi. C'est vraiment... Ah ouais, là, putain. Et là, c'est la claque. Ouais. C'est une sacrée journée pour Jon Snow. Oui, celui qui t'a élevé. Pour te protéger. Et là, ça va poser des problèmes. Est-ce qu'il se tape encore Daenerys? Est-ce qu'il prend le royaume? Est-ce qu'il lui a déjà pas fait un gosse? Est-ce qu'il va vouloir... Il voudra peut-être pas, lui, je pense, les 7 couronnes, mais il est légitime. Il est... Il est trop con. Nom de Dieu. Oh baby! Oh putain, ça fait plaisir. Oh, ça y est. Oh qu'il est beau ce con. Oh Nikolai. Yes, Jaime Lannister. Oh putain. Oh je sais pas à combien on est, mais si tu termines là-dessus. Oh ça faisait longtemps. Hey, Michael Myers. Ah Jaime. Oh, la classe intersidérale, il a tout claqué. Ah, ça fait plaisir. Analyse complète de l'épisode maintenant, et alors honnêtement, un excellent épisode qui réussit pour moi. Il y a beaucoup de choses à dire, à faire deux choses qui sont très importantes. Poser les bases d'une saison, tout en permettant d'avoir un rythme, une dynamique qui continue les trames scénaristiques, voire même qui en clôture de ce qu'on voulait au début. Et c'est quelque chose d'assez particulier, c'est très difficile en seulement 50 minutes de réussir à poser des bases qui peuvent être intéressantes, de ne pas frustrer le spectateur, surtout qu'il y aura très peu d'épisodes, et même à certains moments, de continuer des trames scénaristiques, de proposer des révélations, des scènes qu'on attendait avec impatience, et garder une sorte de suspense tout le long. Pour moi, ils ont absolument tout réussi dans cet épisode. Le fait qu'ils chevauchent enfin un dragon sur Théon qui va aller aider Yara, c'est tout un tas de thématiques qu'on avait besoin d'apprendre vite pour pouvoir aller tout de suite dans le feu de l'action, si j'ose dire. Et la première chose sur laquelle je voudrais revenir, alors c'est vraiment pour le coup un message et une petite symbolique que j'ai trouvé très intéressante, c'est la toute première scène d'introduction que j'ai d'ailleurs dit, je m'en souviens dans ma réaction, où on va avoir un enfant qui va courir, qui va monter sur un arbre pour voir l'arrivée de Daenerys et Jon Snow. Alors l'enfant qui rappelle Bran en saison 1, comme la dernière scène en clin d'œil à Jaime et Bran de cette même fin d'épisode 1, et là j'en parlerai plus tard car j'y ai vu aussi quelque chose de plus atypique. Cette scène-là, je l'ai trouvée vraiment atypique, et en termes purement de réalisation et d'idées de mise en scène, c'est très intéressant, puisque l'enfant, c'est nous. L'enfant, c'est le spectateur, l'enfant, c'est celui qui se rappelle en ayant attendu. Bon, moi, ça fait qu'un mois et demi, mais pour vous, ça fait plus de 2 ans, on est comme des gamins à l'idée de retrouver finalement cette série qui nous a manqué, cette série qu'on attendait avec impatience, qui a mis longtemps à se faire, et la personnification de notre attente comme des grands enfants par un gamin qui regarde tout ça, j'ai trouvé ça vachement profond et vachement intéressant, parce que c'est ce regard-là, c'est cet œil-là, et c'est la directive de la caméra vis-à-vis de cet enfant qui va nous montrer finalement l'étendue de ce que sera la saison 8. Un épisode placé sous le signe évidemment des retrouvailles. Alors il y a des retrouvailles qui sont un petit peu douces amères, le sourire d'Arya,
les mots de Jon, encore une fois avec l'épée, toute la symbolique de l'épée qu'on pouvait avoir depuis des saisons et des saisons, c'était le moment qu'on voulait. Et les scénaristes et la réalisation, encore une fois, jouaient avec nous, puisque si Arya voit Jon, sur la toute première scène des retrouvailles, Jon n'a pas connaissance qu'Arya est présente. Et ça va donner cette envie et cette impatience supplémentaire aux spectateurs de véritablement avoir envie que les deux se retrouvent. Et je trouve que l'envie même du public, de l'audience, est non seulement parfaitement respectée dans Game of Thrones dans cet épisode, mais alors il est surtout très bien mis en scène, parce que la dynamique de voir Jon, Gendry et même le limier, ça a tout ce côté passif-agressif que représente pour moi à la perfection ce premier épisode de Game of Thrones. Il y aura d'ailleurs dans la suite de l'épisode des thématiques qu'on avait dans les saisons précédentes, je pense à Arya et au limier, où toutes les phrases les plus hardcore, si vous voulez, seront des phrases qui feront presque comprendre aux spectateurs que pour les personnages qu'on a en face de nous, surtout le limier, ce sont des phrases presque affectives. Le fait que le limier à un moment donné lui dise c'est pour ça que t'es encore en vie, c'est parce que t'es une chienne sans cœur, je crois qu'il l'appelle comme ça, il se voit un petit peu en Arya quelque part. Il a de l'empathie et je pense qu'il a de l'affection, beaucoup plus que Arya a de l'affection pour le limier. Mais on sent encore une fois cette dualité et ça va être toute une question de retrouvailles. Alors une question de retrouvailles qui amène aussi à des découvertes, évidemment, c'est le cas pour Sansa et Daenerys qui vont apprendre à se rencontrer, je vais y revenir après dans tout le côté politique de l'épisode, mais on a aussi, et là en termes d'acting c'est quand même pour moi le plus impressionnant, le retour, la retrouvaille entre Jorah et Sam vers la fin de l'épisode, qui à un moment donné lui fait découvrir Daenerys, qui va lui dire, et alors la phrase est super dure, et là en termes d'acting, de la part de Sam c'est particulier, parce qu'on se met dans la tête de Sam, il sait très bien que le bon camp c'est celui de Daenerys, mais d'un autre côté il a affaire à la femme qui a non seulement brûlé son père, mais surtout son frère. L'acting, l'émotion et cette espèce de sobriété incroyable que va nous jouer Sam à ce moment-là, comment ne pas à un moment donné, ne pas être vraiment pris de court vis-à-vis de cet épisode. Si je pouvais m'attendre par exemple à ce que Jon découvre ses racines, il y a certaines thématiques vis-à-vis de la saison 7 que je vous le dis, j'avais potentiellement oublié, et quand on les met en face de nous par un acquis, par un concours de circonstances, où finalement Sam se présente, Daenerys prend conscience, et là, elle prend conscience en même temps que le spectateur de se dire « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle a le courage de lui dire, et derrière t'as l'acting de Sam. En termes de mise en scène, on est sur quelque chose pour moi qui ne peut pas être mieux fait, puisqu'on apprend justement au spectateur à reprendre conscience de certaines choses en même temps que les personnages. L'empathie, du coup, vis-à-vis de ces personnages-là, ne peut pas être mieux faite. C'est un épisode qui va aussi beaucoup se tourner sur l'avant-guerre, sur tout ce qui va considérer les marcheurs blancs, mais aussi la quête du trône, notamment par Sansa, la position de Jon Snow, pour lequel visiblement beaucoup de gens ont du mal maintenant, puisque beaucoup de gens considèrent que Jon a carrément trahi Winterfell et qu'il a quitté le royaume et qu'il a quitté justement sa place de roi du Nord, alors que finalement quand on regarde bien, si Jon n'avait pas fait ce qu'il a fait, s'il n'était pas allé chercher Daenerys, s'il n'avait pas pris des risques, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui et ils seraient surtout beaucoup moins armés pour affronter le danger imminent que représentent les marcheurs blancs. Mais il y a cette dualité qui tiraille Jon Snow et qui tiraille son peuple. Et là-dessus, évidemment, par qui est gérée toute la politique? Par Sansa. Et alors, dans cet épisode, je trouve que Sansa a un charisme et une assurance bien plus importante que toutes les saisons précédentes. Je l'avais dit dans les lives que je faisais sur Game of Thrones, je pense que Sansa a tellement appris de ses erreurs, de sa relation avec Joffrey, de son mariage avec Tyrion, de son mariage avec Ramsay, de Lord Baelish, toutes les épreuves qu'a vécues Sansa ont fait en sorte qu'elle a réussi à s'imprégner du côté un petit peu machiavélique, espiègle par exemple de Baelish, mais qui est totalement au courant de comment marche la politique, tout en gardant une âme Stark et tout en gardant cette volonté de faire les choses bien. Et c'est la plus intelligente, je trouve, dans cette notion politique. Et c'est vrai qu'arrivé à Winterfell, tu as une séquence où ils sont tous autour de la table, où t'as Sansa, Jon, Daenerys, Tyrion, etc. Les deux qui prennent le plus la parole, c'est pour moi les deux meilleurs dans la politique, ou ceux qui ont le plus d'éloquence, des capacités d'orateur, c'est dans un premier temps Sansa, et évidemment ensuite Tyrion. Qui propose une chose intéressante d'ailleurs, c'est une phrase que va dire Lord Varys, rien ne dure. Cette phrase-là, au moment où il l'a dit dans l'épisode, elle est quand même grande de symbolique et elle est pas vide de sens du tout, puisqu'on sait très bien que rien ne pourra durer dans un environnement comme ça. C'est presque d'ores et déjà un aveu d'échec, puisqu'ils savent que même si ils venaient à gagner cette guerre contre les marcheurs blancs, ils n'en sortiraient absolument pas indemnes. C'est une façon aussi de préparer le spectateur. On quitte un peu Winterfell pour arriver à Port-Réal avec, alors, Cersei et Euron Greyjoy. Euron qui m'a beaucoup fait rire
rire. Alors c'est un personnage que j'aime beaucoup. Cersei égale à elle-même, méprisante, hautaine, absolument sûre d'elle. Alors soit elle a un plan, comme je l'ai dit, à la Dutch, qui de toute façon ne marchera pas, soit elle n'a aucun plan, mais elle ne prend aucune considération du danger. Mais d'un autre côté, Cersei, je la trouve beaucoup trop intelligente pour ne pas avoir un plan. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas de la stupidité, et c'est pas non plus de la naïveté, c'est que je pense qu'elle se considère tellement au-dessus par l'arrivée de la Compagnie Dorée, où on apprend que les éléphants ne seront pas là. Alors apparemment, ce serait dû à des problèmes budgétaires vis-à-vis de Game of Thrones, qui ne pouvaient pas, justement, se permettre de mettre des éléphants dans sa série. Et ça, je les comprends tout à fait, parce qu'à mon avis, les épisodes suivants auront coûté, et celui-là a déjà coûté énormément. Peut-être que beaucoup seront déçus de ne pas les voir, mais l'apparition de la Compagnie Dorée avec Euron Greyjoy remet un petit peu en avant, et on sait que eux, en général, n'ont qu'une parole, remet en avant Cersei. Puis Cersei, qui finit par se taper Euron Greyjoy, nous confirme qu'elle avait rien à foutre de Jaime Lannister, nous confirme que c'est une nana qui, semble-t-il, a des besoins, hein, voilà, c'est une femme avant tout. On voit d'ailleurs qu'elle essaie de retourner Bronn contre Tyrion et Jaime, puisqu'elle va lui donner une arbalète qui va peut-être éventuellement servir pour Bronn à avoir un choix à faire aussi. Au-delà du fait qu'on a encore un des derniers symboles famille Lannister, l'arbalète de Joffrey, je crois, léguée par Cersei pour ce choix, tout un message. Tuer Tyrion et Jaime, sur lequel il était très proche, ces deux duos qu'on adorait dans la série, ou alors prendre la bonne décision, c'est tout un tas de questions là qui se mettent en place, alors que finalement on a beaucoup de réponses aussi. On a la réponse de l'arc scénaristique autour de Théon et Yara, ça c'est bien, parce que c'était un arc qui aurait pu prendre un petit peu de place dans la série, je pense, et qui aurait pu peut-être faire un petit manque de rythme à certains moments. Là on va pouvoir se reconsacrer sur l'essentiel. Yara est saine et sauve, Théon l'a sauvée, c'est fait dès le premier épisode, ça nous propose des révélations, des réponses à des questions qu'on se posait. Et évidemment, en termes de révélations, Aegon Targaryen, Jon cette fois est au courant. Alors là, on a hâte d'être à l'épisode suivant. Encore une fois, dit par Sam, qui a quand même une certaine animosité vis-à-vis de ce que lui a dit maintenant Daenerys, je suppose. C'est fort de dire ça dans une situation comme ça. J'adore le personnage de Jon Snow, je suis toujours aussi dubitatif sur Kit Harington. C'est définitivement quelqu'un que je peux pas. T'as l'impression qu'on lui a dit que les soldes chez Bershka étaient terminés quand il apprend ça. Donc c'est un peu compliqué parce que j'adore le personnage de Jon Snow. J'ai adoré, et alors ça c'est une théorie que j'avais, que beaucoup de monde avait, j'ai adoré le voir chevaucher un dragon. Je pense que si Jon monte égal maintenant, ce sera potentiellement le dernier survivant de la lignée des dragons. Et puis insister sur le regard de Drogon, la passion des deux amants. Mais encore une fois, en termes de scènes qu'on voulait voir et en termes de situations qu'on attendait avec impatience, elles sont parfaitement mises en scène pour avoir un mélange de politique, pour avoir un mélange d'action et d'attente qui sont résumées par des révélations que le spectateur va enfin pouvoir avoir. Évidemment, je conclurai cette première review en vous parlant de Dieu le Père, Jaime Lannister, qui arrive à Winterfell et qui voit Bran le Michael Myers, le stalker par excellence, qui est toujours là au moment où il faut pas, enfin en tout cas il a toujours un œil sur la caméra. Et alors bien loin du clin d'œil à la première saison, le meilleur c'est le regard de Jaime, surpris, honteux, terrible pour la suite des événements, et celui de Bran, qui a l'air d'être passé en mode arbitrage vidéo, lui hein, c'est Robocop, égal à lui-même. En 5 secondes, Jaime vole le show et au fil de sa honte, des questions se posent pour la suite. Dans les commentaires, vous ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Quelles sont vos théories? Quelles sont vos attentes? Évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première réaction et review vis-à-vis de Game of Thrones? C'est la première fois que je le fais. J'espère que ça s'est plutôt bien passé, à vous de me dire.